Introduction. En 1644, la Chine fut le théâtre d'une guerre civile qui eut pour détonateur la mort de l'empereur. La révolte s'empara du pays. Un général qui se nommait Hu Sanquai fit appel aux Mandchous pour mater la révolte. Mais une fois leur tâche accomplie, ceux-ci décidèrent de rester en Chine et d'y fonder une nouvelle dynastie. Le temple Shaolin devint alors le siège de la résistance. Le premier temple Shaolin avait été construit en l'an 497 après Jésus-Christ, dans la province de Henan. Lors de la construction du temple, les jardiniers de l'empereur avaient aussi planté de jeunes arbres. C'est la raison pour laquelle le temple fut appelé Shaolin, ce qui signifie « jeune forêt » en mandarin. Shaolin était situé dans un lieu où rôdaient bandits et animaux sauvages. Avec le temps, le temple devint de plus en plus populaire grâce à cet art martial qui y fut enseigné. Shaolin avait développé et codifié cet art martial avec un style propre. Le kung-fu fut transmis de génération en génération. Le moine était initié à tous les secrets du combat et parallèlement recevait un enseignement bouddhiste et taoïste. L'empereur décida de s'opposer d'une façon définitive au vent de révolte soulevé par les moines Shaolin et projeta de détruire le temple. Ainsi, le monastère fut le théâtre d'une terrible bataille où les maîtres et les disciples combattirent jusqu'à la mort. Peu d'entre eux survécurent. 5 maîtres s'enfuirent dans des directions différentes et se donnèrent comme ultime mission la perpétuation de l'enseignement de l'héritage de Shaolin. C'est ainsi que Lao Tse-ming se replia dans la province de Henan à l'abri des conquêtes et vécut 3 ans au fond d'une grotte où il put s'adonner à la méditation. Il développa des exercices de respiration, de souplesse et de rapidité. Tout ça afin de maintenir son corps en bonne santé. Ce n'est qu'à l'issue de 3 longues années que Lao Tse fut accueilli en héros dans le petit village de Fangmui. La population, forte de 300 âmes, vivait modestement de la fertilité de sa terre et de l'étendue de sa plaine qui comptait de nombreuses rizières. Le village, bien qu'autonome, exportait des étoffes, du bois et quelques pierres précieuses découvertes dans de vieilles mines aujourd'hui désaffectées. Vers 1650, l'empereur envoya ses plus vaillants guerriers sillonner la province à la recherche des infidèles maîtres Shaolin, comme il se plaisait à les nommer. C'est également à cette époque que l'on vit se développer la haine et la misère. Des hordes de bandits pillèrent les villages, assassinaient femmes, hommes et enfants pour quelques pièces. Chapitre 1. Tao à la recherche du chemin du temple. Comme chaque jour à cette heure, la cloche de la petite école retentit. Tao fut le premier à sortir de la classe. Il longea la ruelle centrale en courant, contourna le monastère puis plongea directement en direction de la maison du peuple pour rejoindre la rue principale qui menait au restaurant Fleur de Chine tenu par son père, Chen. Chen était devenu propriétaire de son restaurant et y avait investi jusqu'à sa dernière chemise. Kimae, la mère de Tao, travaillait au champ, aux récoltes,
aux cultures. Elle partait le matin avec Tao le déposer à l'école avant de se rendre avec d'autres femmes du village au dur labeur qui les attendait. Chen possédait le seul restaurant de la région et préparait ses repas de la journée au petit matin déjà. Son établissement était sa fierté et il y mettait tout son cœur pour satisfaire ses clients. À peine rentré de l'école, Tao n'eut pas le temps de manger quelque chose. Chen embrassa son fils rapidement avant de lui demander quelques services. Tao aida son père à débarrasser les tables, à vider les poubelles, nettoyer le sol de la cuisine avant de prendre son goûter. Son fruit à peine avalé, il fit son devoir avec l'aide de son père avant de repartir avec quelques boulettes de viande et des pousses de soya qu'il devait amener à sa mère qui travaillait dans les rizières. Tao devait traverser de grands espaces seul et souvent la peur le prenait au ventre. Alors il se mettait à courir le plus vite possible pour rejoindre sa maman. Kimae attendait son fils toujours inquiète. Tao aidait encore sa mère à porter les paniers remplis pour rentrer à la maison. Cela faisait beaucoup pour un garçon de 8 ans, mais il était fier de pouvoir aider ses parents. Tard le soir, lorsque Tao dormait, Chen rentrait parfois sur la pointe des pieds, un peu éméché d'être resté boire avec ses derniers clients. Il venait de déposer alors un tendre baiser sur la joue de son fils avant d'aller dormir à son tour. Le lendemain, jour d'offrande, Chen se rendait au monastère offrir aux moines des dons en nourriture et parfois même, il laissait quelques menus monnaies afin de conserver la protection bienfaisante de Bouddha. Les moines vivaient des offrandes des villageois et de quelques objets dont ils faisaient commerce. Ils passaient le plus clair de leur temps à méditer, à s'entraîner aux diverses techniques de combat que Lao Tse-Ming avait apprises et rapportées comme héritage du temple Shaolin. Lao Tse avait fait l'unanimité parmi les gens du village. Il n'était pas très grand et son visage était beau, calme, donnait à la fois cette impression de force et de sérénité. C'était un vrai sage. Tao supplia son père de l'emmener avec lui au monastère. Après quelques hésitations, Chen emmena son fils qu'il utilisa comme porteur, car le monastère était fermé au public et n'y entrait pas n'importe qui. Chen fut d'abord reçu par quelques moines, puis par un grand maître, et enfin par Lao Tse-Ming en personne. Lao Tse remercia Chen de son offrande, puis fixa Tao du regard. Après quelques instants de silence pesant, Lao Tse dit au petit « Balaye toute pensée que la lumière ne pourrait traverser. Retrouve la vie comme à son origine. Tu as le cœur pur, petit Tao. Préserve ton âme de toute intention néfaste et nous nous reverrons. » Tao resta comme hypnotisé, incapable de prononcer un mot. Il se contenta de suivre son père qui se dirigea vers la sortie. Chen et Tao traversèrent quelques couloirs donnant sur des salles d'entraînement. Chaque salle apportait le savoir particulier. Tao était fasciné par ce qu'il pouvait voir. Bien qu'il voulût rester encore un peu, il fut reconduit rapidement, ainsi que son père, par le grand maître d'armes. Le grand maître d'armes regarda Tao et son père sous le grand porche d'entrée. Avant que les grandes portes ne se referment, il s'exclama d'un ton grave. Il y a ceux qui cherchent et ceux qui ont trouvé. Ceux qui ont trouvé ont les réponses pour ceux qui cherchent. Sur ces mots, les portes se refermèrent dans un vacarme assourdissant. Tao regarda quelques secondes encore les portes closes, puis suivit Chen qui retournait au restaurant. Sur le chemin, Tao posa 1000 questions à son père à propos de ce qu'il venait de voir. Chen lui expliqua ce que les moines pratiquaient et pourquoi cela devait rester secret. L'enseignement de Tao et de Lao Tse-Ming était destiné à ceux qui seraient dignes de le recevoir et, en conséquence, prêts à s'y investir de leur vie. Chen expliqua à son fils que cette vie représentait un grand sacrifice et une privation totale de liberté et d'espoir familial.
Tao se sentait prêt à se sacrifier, mais Chen, en bon père qu'il croyait être, lui fit comprendre qu'il aurait largement le temps d'y repenser plus tard et que, dans l'instant présent, il avait besoin de lui après l'école pour l'aider au restaurant. De retour au restaurant, Chen et Tao furent consternés du spectacle qui les attendait. La porte d'entrée était fracassée, ainsi que les carreaux de la pièce principale. Les tables étaient renversées, les chaises également, les bouteilles derrière le comptoir avaient été brisées à coups de pierre. La cuisine avait été visitée elle aussi, et des légumes jonchaient le sol. Les poubelles avaient été renversées dans le petit salon qui servait à recevoir discrètement les invités de marque. Chen entra avec prudence à l'intérieur et demanda à Tao d'aller sur-le-champ chercher sa mère qui se trouvait encore dans la plaine. Tao prit ses jambes à son cou et sans plus attendre dévala la colline en sanglots. Chen prit soin de vérifier que les bandits étaient tous partis avant de ramasser une bouteille d'alcool de riz qui avait échappé au massacre et de s'asseoir par terre au milieu du chaos. Aucun indice, aucune revendication. C'était une vision de cauchemar qui restait sans explication. Il avala quelques gorgées du breuvage pour se donner du courage, et devant l'ampleur du désastre, fondit en larmes. Un peu plus tard, Kima et Tao arrivèrent épuisés par cette course effrénée et découvrirent Chen effondré. Kimae prit la main de Chen et sans un mot le serra très fort dans ses bras. Quelques clients intrigués arrivèrent à ce moment-là et tous se proposèrent pour aider la petite famille à reconstruire ce sanctuaire de la gastronomie locale. Tao s'enfuit du restaurant sans rien dire et se dirigea droit au temple. Il prit un caillou et frappa aussi fort qu'il put contre les portes d'entrée du monastère. Quelques instants plus tard, à travers une petite lucarne, la voix d'un moine se fit entendre. « Que veux-tu »« Je dois voir Lao Tse-Ming tout de suite, cria le jeune garçon. « On ne peut déranger la méditation du grand maître pour les caprices d'un enfant, répondit le moine. La lucarne se referma et les bruits de pas s'éloignèrent. Tao ne comprit pas et sa colère l'emporta. Il prit un bâton et frappa encore lorsque brusquement les portes s'ouvrirent et qu'apparut la silhouette imposante du maître d'armes, Fong. Tao s'agenouilla devant le maître et lui raconta ce qui lui était arrivé au restaurant de son père, puis lui demanda de trouver et punir les auteurs du malheur qui avait frappé sa famille. Maître Fong répondit à Tao d'un ton calme et serein. Les épreuves sont les moments de notre vérité. Je ne puis rien pour toi, petit bonhomme. Il faut t'adresser à la garde de l'empereur. Tao comprit que personne ne viendrait l'aider et rejoignit, déçu, ses parents. Il eut beaucoup de mal à s'endormir. Il avait peur que cela ne recommence et craignait de perdre ses parents. Chen avait reçu l'aide de quelques amis et même perçu quelques pièces d'argent de fidèles clients prêts à apporter leur concours afin de ne pas perdre ce merveilleux lieu de rencontre villageoise. Quelque temps plus tard, Chen put rouvrir son établissement et s'était même offert le luxe de l'agrandir sur une petite cour extérieure où il avait arrangé avec goût une petite terrasse en bambou que traversait une petite rivière sur les berges de laquelle dansaient des orchidées sauvages caressées par la brise matinale. Le calme était revenu et la vie avait repris son cours. Dans les mois qui suivirent, quelques événements similaires se produisirent, notamment dans quelques échoppes du village. La petite épicerie de Madame Sukhoi avait été même brûlée après que l'on ait pris la peine de prendre l'argent et quelques provisions. C'était toujours le même scénario. Pas de traces, pas de témoins, et un mystère grandissant qui finit par faire courir les bruits les plus maléfiques. Et puis un jour, on entendit des cris et des hurlements dans la plaine. C'était un jour de repos. Un de ces jours où les villageois sortent et viennent volontiers au restaurant en famille, partager un bon repas. Chen préparait un de ces fameux canards laqués à l'orange dont il avait le secret, et Kimae faisait frire des beignets de crevettes. Tao donnait à manger aux poissons, puis se retira dans l'arrière-cour de la maison où il avait construit, avec quelques planches,
une cabane qu'il avait aménagée et dans laquelle se reposait un panda en chiffon que ses parents lui avaient offert pour son 5e anniversaire. Tao prit son compagnon dans ses bras en le serrant très fort. Il lui dit « Tu sais, Pandi, je ne t'abandonnerai jamais. Tu sais comme ils ont de la chance, ces gens qui viennent manger ici avec leurs enfants. Moi aussi, je voudrais aller au restaurant avec mes parents. » Puis, dans un long soupir, il s'allongea sur les cartons, déplia une couverture, fit une petite prière et se laissa abandonner sur les chemins du sommeil. Le lendemain matin, alors que le village semblait déjà bien actif, Kimae revenait de la plaine en criant « Au secours !» Quelques femmes du village la suivaient en courant. Chen s'élança dans leur direction en se demandant ce qui pouvait justifier un tel émoi. Le souffle court, Kimae expliqua à son mari qu'elle venait de découvrir le corps atrocement mutilé de Fulong, fille de Changli, le maître menuisier du village. Immédiatement, Chen réunit quelques hommes et à l'aide d'une charrette ramenèrent le corps sans vie de la pauvre Fulong. Ses blessures étaient profondes et elle avait dû agoniser quelques heures durant avant de rendre son âme. Chen emmena le corps au bureau de la garde impériale où des médecins légistes, spécialement venus de Hangzhou, se penchèrent sur ce cas un peu délicat. Tous les habitants de Fangmui étaient sous le choc de cette mort violente. La même question circulait sur toutes les lèvres. Qu'est-ce qui avait pu la mettre dans cet état ? Les rumeurs allaient bon train et les pires hypothèses circulaient. Certains disaient qu'elle avait été attaquée par des loups, d'autres par un grand oiseau de proie, d'autres encore faisaient renaître la légende du dragon noir qui assassine les âmes sombres la nuit. Cette légende raconte que le dragon noir attire les âmes égarées la nuit dans la forêt. Une âme saine et sereine rayonne d'une lumière si forte qu'aucune forêt si dense soit-elle ne peut empêcher ses rayons d'atteindre l'univers. Lorsqu'une âme est dans le doute ou est impure, elle devient sombre et la forêt devient son piège. Le dragon noir peut alors s'emparer de l'âme fragilisée, car seul le rayonnement des âmes pures protège des griffes et des crocs du dragon. Chaque fois que le dragon noir emprisonne une âme, il devient plus grand et plus fort. Ces croyances effrayaient la population, surtout depuis la mort du dernier empereur. Tandis que l'enquête avançait à petits pas, les gens du village préparaient une cérémonie de deuil à la mémoire de Fulong. La garde ainsi que les médecins qui avaient pratiqué l'autopsie tardaient à rendre leurs conclusions et le corps meurtri de Fulong n'était toujours pas rendu à la famille. La tristesse des parents de Fulong n'avait d'égal que leur courage de poursuivre la route. Le soir même, il y eut une réunion où la population était conviée. Les médecins ainsi que les représentants de la garde prirent tour à tour la parole en des termes peu rassurants. Les deux hypothèses retenues étaient 1. Un meurtre à l'arme blanche qui semblait impliquer plusieurs assassins. 2. Vu la nature des plaies ayant entraîné la mort, il pourrait s'agir de l'œuvre du dragon noir. Dans les deux cas, la population avait toutes les raisons d'être inquiète. L'autorité avait rendu le corps de Fulong à la famille, qu'il avait exposé dans un écrin couvert de fleurs et d'objets symboliques. Tao, attentif, était terrorisé par cette histoire de dragon noir dont il n'avait jamais entendu parler auparavant. Il demanda à sa maman de ne plus traverser la forêt pour aller au champ. Kimae répondit que son âme était pure et qu'elle n'avait rien à craindre. Alors Tao demanda à sa mère ce que Fulong avait fait pour assombrir son âme. Kimae ne put répondre à cette question.
Chapitre 2. Peur dans la plaine de Fangmui. Quelques jours plus tard, Tao demanda à son père de pouvoir l'accompagner au temple pour y déposer les offrandes. Chen l'emmena. Lorsque les portes s'ouvrirent, Tao ressentit un bien-être sécurisant. Maître Fong fit entrer ses hôtes et les accompagna jusque dans les cuisines. Alors que Chen parlait longuement avec Maître Fong, Tao disparut dans les couloirs du temple à la recherche de Lao Tse Ming. Lorsque derrière une porte à l'effigie d'un tigre, surgit d'un bond le grand maître, comme s'il avait senti la présence du jeune homme. Lao Tse Ming mit sa main sur l'épaule de Tao et lui dit « Je savais que nous nous reverrions, petit tigre. Tu es jeune et vaillant et ton cœur réclame vengeance. Mais on ne construit rien sur le terrain de la haine. Crois-tu avoir les griffes assez longues et les dents assez aiguisées pour te lancer dans un combat dont tu ignores les règles ? Je veux apprendre, devenir moine et grand maître un jour. Je veux protéger ma mère et combattre le dragon noir, répondit Tao. Le combattant est toujours un individualiste, avec un seul objet constamment à l'esprit, combattre. Sans regarder ni derrière, ni à côté de lui, il lui faut se débarrasser des obstacles affectifs et physiques, intellectuels qui freinent son élan vers l'avant. Le chemin de la vérité est encore long, petit Tao. Tu as besoin de tes parents comme ils ont besoin de toi. Apprends encore à l'école de la vie. Lorsque dans la fleur le fruit grandit, les pétales tombent d'eux-mêmes. Sois patient, Tao. Le plus grand des fleuves est né de la plus petite rivière et le plus grand arbre est né de la plus petite racine. Chen, les ayant rejoints, remercia Lao Tse, prit son fils par la main et quitta le monastère. Tao regarda son père et lui dit « Quand je serai grand maître comme Lao Tse. Tu crois qu'il est plus fort que Maître Fong ?» Chen répondit « Tu sais, mon fils, je crois qu'il arrive un moment où la sagesse est de ne plus combattre, où les esprits savent se rencontrer dans la paix de l'âme. Comprends que le respect de l'un pour l'autre se fond dans l'harmonie de leur enseignement. Il ne peut y avoir de combat entre eux, où c'est la vie du temple qui s'effondre. » Le soir venu, la petite famille de Tao ferma le restaurant pour mieux se retrouver. Ils s'installèrent sur la petite terrasse, allumèrent quelques lanternes et lampions, prirent le temps de parler, de manger et même de prier pour l'âme de Fulong. Avec le soleil, Tao alla se coucher en serrant bien fort Pandi dans ses bras. Les jours qui suivirent ne furent pas faciles pour Tao. Il était très inquiet pour son âme et il craignait qu'elle ne fût pas assez lumineuse pour monter jusqu'au ciel. Il commença, près de sa cabane, à taper sur des bambous en imaginant des scénarios de combat avec le terrible dragon noir. Le lendemain matin, comme bien d'autres matins, Tao prit le chemin des écoliers, accompagné par sa mère qui s'en allait dans la plaine. Ce matin-là n'était pas un matin comme les autres. Tao était rempli de questions et de doutes concernant son âme et celle des autres. Il se dit qu'il poserait la question à son professeur, M. Quang. L'école n'était pas très grande. Les élèves avaient entre 6 et 11 ans. M. Quang enseignait le chinois, la calligraphie, le dessin, le calcul, les chants folkloriques et l'agriculture. L'école avait lieu tôt le matin jusqu'en début d'après-midi avec le repas en commun à midi. En milieu de journée, les élèves étaient libérés afin qu'ils puissent contribuer aux travaux familiers. M. Kong servait le repas de midi aux enfants avec l'aide de Chu Chang, sa fille aînée âgée de 17 ans. Dans la salle de classe, 14 pupitres avec autant de chaises et de petits encriers sur chaque place. À peine la leçon commencée, Tao leva la main pour prendre la parole. M. Kong la lui donna aussitôt. « Comment peut-on savoir si notre âme est pure ? C'est une question difficile. Notre esprit est partagé par des notions du bien et du mal, répondit M. Kong. Chaque expérience nous permet de juger si l'on fait bien ou mal.
Si tu donnes ta confiance ou ta parole, tu dois t'attacher à ne pas trahir cette parole. Si tu ne réponds pas à la violence par la violence, et si tu illumines le mensonge de ton esprit, si tu aides le plus faible, si tu partages avec le plus pauvre, alors ton âme reste pure. Mais est-ce que l'âme pure reste pure et l'âme pure d'un enfant comme moi peut-elle éclairer jusqu'au ciel à travers la forêt, monsieur ? Monsieur Cohn eut une hésitation, puis il répondit à Tao. Je crois que je vois où tu veux en venir avec cette question. Je pense que tu veux parler de la légende du dragon noir, n'est-ce pas ? Oui, répondit Tao. Tout d'abord, il me semble que c'est une légende. Nous n'avons pas la moindre preuve de son existence. Et la mort de Fulung, s'écria Tao. La mort de Fulung est une bien triste épreuve. Mais je connaissais bien Fulung, et je sais que son âme n'était pas impure. Elle était très gentille, et je crois plutôt qu'elle a été assassinée. Pour répondre à ta question, oui, l'âme pure de tous les petits enfants rayonne jusqu'au fin fond de l'univers. Plus les enfants sont jeunes, plus ils rayonnent, comme la pureté de l'eau qui jaillit de la source fraîche, limpide, pleine de vie et de minéraux. Et plus elle s'écoule, plus elle se trouble. Parfois, elle est contaminée et répand ses poisons, tuant toute forme de vie en son sein. La véritable quête devient alors la recherche perpétuelle de la limpidité originelle de la rivière intérieure. J'ai même entendu dire que ce sont les âmes pures des enfants qui permettent aux étoiles de briller. Tao se calma et ne posa plus la moindre question. Avait-il compris ce que M. Cohn voulait dire ? Toujours est-il que Tao s'enfonça dans un profond silence. Mais la pause et le repas redonnèrent à Tao le sourire et la joie de vivre qu'on lui connaissait. À la fin de la classe, Tao courut en direction du temple. Il chercha tout autour des murs de l'enceinte du monastère un trou, un espace, une faille où il pourrait espionner les moines et entendre leurs secrets. Peut-être avait-il trouvé un espace à sa taille pour qu'il puisse s'introduire dans le temple sans que personne ne le voie, pensait-il. Hélas, au premier coup d'œil, Tao constata que les murs ne possédaient aucune faille, pas même une lézarde à exploiter. Assez pour aujourd'hui, je ne veux pas être en retard, mais je reviendrai demain. Arrivé au restaurant, Tao trouva son père en grande discussion avec deux hommes qu'il n'avait jamais vus. Chen fit semblant de ne pas voir Tao et entraîna les deux hommes à l'extérieur. Tao alla à la cuisine prendre son goûter et préparer le casse-croûte pour sa mère. En retrait de la scène, Tao restait attentif à l'altercation entre son père et les hommes. Le ton monta assez vite et Chen chassa les deux hommes à coups de balai. Puis il rentra. Il avait l'air préoccupé. Tao lui demanda « Qu'est-ce qu'il voulait ?» « Rien du tout, rétorqua Chen. Ce sont des histoires de grandes personnes et cela ne te regarde pas. As-tu vidé les poubelles ?» ajouta-t-il. « Non, pas encore, répondit Tao. Alors tu attends quoi? Et ne reste pas ici, ta mère t'attend. Tao n'eut pas le temps de faire son devoir. Il partit sur le chemin de la plaine à la rencontre de sa mère. Chapitre 3. Le miroir de l'âme. Tao était triste, car il se sentait coupable d'avoir fâché son père et de ne pas avoir fait son devoir. De plus, il avait oublié le casse-croûte de sa maman. Il s'arrêta à l'orée du bois. Un sentiment d'angoisse l'envahit tout entier. Qu'adviendrait-il si son âme devenait trouble maintenant, à cause de tous ces événements? Pris de panique, il n'osa pas traverser le bois, de peur d'être dévoré par le dragon noir. Il s'était bien armé d'une branche solide de bambou, mais le courage lui manqua.
Le souvenir de Fulung avait pris possession de ses pensées. Tao se mit à pleurer et se cacha derrière un bosquet. Le soleil était en train de disparaître derrière la colline et la nuit s'approchait à grands pas. Tao paniquait de plus en plus et il savait que sa mère serait inquiète. Mais il fit demi-tour et rentra discrètement dans la cour derrière le restaurant et se replia dans sa cabane. Il prit Bandit sur son cœur et pria pour ne pas qu'on les découvre. Entre-temps, Kimae était rentrée, inquiète de ne pas avoir vu Tao descendre dans la plaine. Chen raconta qu'il était parti, mais vit le casse-croûte encore sur la table de la cuisine. Paniqué à son tour, Chen ferma le restaurant, prit une torche et un sabre qu'il avait reçu des mains d'un général pour avoir sauvé sa fille de la noyade. Il prit Kimae par la main et tous deux descendirent en courant et en hurlant « Tao! Tao! Où es-tu? Tao !» Après une heure de recherche dans les alentours, Chen et Kimae rentrèrent en larmes et appelèrent des voisins au secours. Lorsque tout à coup, Tao sortit de sa cabane avec Bandit. Il appela sa maman qui se précipita sur lui et le serra très fort dans ses bras. Chen, furieux, lui administra une paire de gifles avant de s'effondrer en sanglots. Tao ne pleurait pas, mais il était triste d'avoir causé tout ce désordre. Chen reprit son activité, mais Kimae prit le temps de rester avec son fils. Tao n'osa pas dire à sa mère qu'il avait eu tellement peur. Kimae alla remplacer Chen en cuisine. Il s'approcha de son fils, s'excusa et justifia son geste de colère en prenant soin de lui dire que son acte avait été guidé par une très grande peur. Peur de perdre son fils. Cette peur si forte, si intense, qui n'avait d'égal que la force de son amour. Il dit à son fils que la peur était un sentiment humain et qu'il demandait pardon d'avoir agi comme cela. Tao se sentit rassuré par cet aveu, car il pensait que les adultes n'avaient pas le droit d'avoir peur, que la peur était un sentiment de petit. Puis, timidement, Tao demanda à son père de lui pardonner et lui raconta son aventure et cette peur panique qui l'avait envahi. Chen prit le petit dans ses bras et d'une voix rassurante lui dit « Si j'avais su, je ne t'aurais pas laissé aller tout seul. Demain, si tu veux, je t'accompagnerai. Nous irons tous les deux chercher maman au champ. » Puis, Chen conduisit son fils dans sa petite chambre, et alors que Tao s'installait dans son lit, pour la première fois depuis bien longtemps, il prit place à côté de lui et lui raconta l'histoire de la fille du général Hukurag. Elle faillit se noyer un jour dans la rivière qui traversait la vallée en voulant rattraper un petit cerf-volant qu'elle avait elle-même fabriqué. Occupée à ramasser du bois dans la forêt pour l'hiver, Chen vit la petite Ximin jouer au bord de l'eau avec son cerf-volant. Il ne prêta pas particulièrement attention à elle, pensant que ses parents étaient à côté. Alors qu'il chargeait la charrette de troncs et de branchages, Chen vit la petite basculer dans l'eau et disparaître rapidement dans l'écume des petites chutes qui longeaient le chemin du retour. Sans hésiter une seconde, Chen se jeta à l'eau, sans même enlever sa chemise au risque de se faire emporter à son tour dans le tumulte de l'eau tourbillonnante. Heureusement qu'il avait encore pied à cet endroit, car il ne savait pas nager. En quelques secondes, il était sur les lieux et cherchait encore, plongea ses mains, puis la tête, en retenant son souffle, puis dans l'énergie du désespoir, s'enfonça entièrement sous l'eau, les yeux grands ouverts.
dans cette interminable attente, Chen accrocha du bout des doigts la manche de la petite robe de Ximine et tira si fort que le petit corps remonta d'un coup à la surface. Il la poussa violemment vers le rivage et pendant que la petite toussait et recrachait de l'eau sur les berges, il fut entraîné dans le courant, impuissant et sans pouvoir réagir. À chaque fois que ses pieds touchaient le fond, il poussait un grand coup pour remonter à la surface. Sa tête heurta une branche et il crut que sa dernière heure était arrivée. Puis, à l'agonie, le courant l'ayant abandonné quasiment sans vie sur le bord du rivage, près d'un petit pont de bambou, il reprit rapidement ses esprits et, dans un sursaut d'espoir, remonta le courant à la recherche de Ximine. Tout à coup, il entendit les pleurs de l'enfant qui semblait perdu sur le rivage. Elle était en état de choc, coincée sur la berge, entre l'eau et le chemin. Il lui fallait une échelle pour la récupérer. Chen accourut pour la rassurer et lui tendit une branche pour qu'elle puisse se hisser près de lui. À ce moment, des cavaliers de la garde arrivèrent et purent ramener Ximine et Chen, sains et saufs, au village. Le lendemain, Chen fut reçu par la garde impériale et le général Huai en personne. Le général lui remit lors d'une cérémonie officielle un magnifique sabre de combat dont la poignée était ornée d'un tigre aux yeux de rubis. Ce sabre avait une valeur inestimable, c'était un véritable chef-d'œuvre d'orfèvrerie. Le général lui avait offert ce cadeau pour son courage, car sans cet acte héroïque, Ximine aurait été emportée par la rivière à jamais. Puis, Chen versa une petite larme à l'issue heureuse de cette aventure et tourna la tête pour embrasser son fils. Tao s'était endormi, une main serrant son pendit et l'autre perdue dans celle de son père. Avait-il entendu la fin de l'histoire? Chen se retira sans faire de bruit et referma la porte de la chambre. Il scruta le ciel avant de fermer les volets et de s'en rejoindre Kimae dans la chambre. Chapitre 4. Le cadeau de Chen. Chen eut du mal à s'endormir. Il avait eu très peur de perdre son enfant. De plus, il se souvint des 2 hommes qu'il avait chassés auparavant. Il décida d'offrir à Tao le sabre du général Huai. Quel héritage, pensa Kimae. Ne crois-tu pas qu'il est encore trop petit pour ce genre de cadeau? Lui dit-elle. Je sais, lui répondit-il, mais c'est mon fils. Bientôt, il devra protéger sa famille. Tu sais, les rues ne sont plus aussi sûres qu'elles l'étaient auparavant. Je voudrais que ce sabre lui revienne. Après tout, il en aura plus besoin que moi. Visiblement déterminé à le lui offrir, Chen s'endormit, satisfait de son choix. Le lendemain, Tao repensa sans cesse à son père et l'histoire de Ximine. Il était fier de lui et tellement heureux de pouvoir l'aider qu'il redescendit en courant de l'école sans faire un détour par le monastère. Chen aida Tao à faire son devoir, prépara le casse-croûte pour Kimae et ferma le restaurant pour s'en aller avec son fils en plaine chercher sa femme comme il l'avait promis. Tao se sentait rassuré par la présence paternelle. Près de l'oreille du bois, il eut une petite angoisse. Mais
L'histoire héroïque de son père avait certainement dû purifier l'âme de celui-ci à tout jamais. Discrètement, Tao prit la main de son père tout en continuant de parler pour se sécuriser en s'enfonçant dans le bois. Pas de dragon noir en vue? Tout va bien, se dit-il. En effet, le calme régnait dans la forêt et Tao lâcha la main de Chen pour s'en aller jouer avec un papillon. Il était complètement rassuré sur la pureté de son âme, ainsi que celle de ses parents. À la sortie du bois, Chen appela Kimae et répondit d'un signe de la main. Tao courut vers sa mère et lui sauta dans les bras. La petite famille prit le chemin du retour, car Chen devait ouvrir le restaurant pour le repas du soir. Au milieu du bois, Tao s'arrêta et réunit la main de sa mère et celle de son père, et prit chacune des mains libres de façon à former un cercle. Il regarda ses parents tour à tour, dans les yeux, en disant « Je voudrais vous faire une promesse. Je promets de toujours dire la vérité et de ne jamais dire des mensonges. »« C'est bien, mon fils, » s'exclama Chen. « Mais tu ne dois pas faire une promesse que tu ne peux pas tenir. Réfléchis bien avant de prêter serment. Le silence est parfois plus utile que la promesse que l'on finit par trahir. Ce soir, après le repas, je te donnerai quelque chose. C'est une surprise, je crois que ça te plaira. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Tao. « Une surprise ? Oh, je t'en prie, papa, dis-le-moi. Si tu sais attendre, elle en aura encore plus de valeur. » Dans un silence commun, le trio se remit en route sans plus attendre. Arrivé au restaurant, Chen se remit au fourneau. Kimae et Tao s'occupèrent de mettre la table et de l'accueil des clients. Tao n'arrivait pas à penser à autre chose. Cela tournait à l'obsession. Quelle était cette fameuse surprise ? La soirée fut longue et Tao scruta discrètement chaque coin et recoin de la pièce à la recherche de ce présent inattendu mais néanmoins de plus en plus désiré. Lorsque le dernier client eut enfin quitté l'établissement, Chen posa son tablier après avoir nettoyé la cuisine avec son épouse. Il prit un torchon propre, s'essuya les mains, prit son fils par le bras et ils se dirigèrent dans la grande salle. Tous deux s'assirent dans le petit salon et Chen décrocha du support ce fameux sabre à la tête de tigre sculpté. D'un geste solennel, il remit le sabre à Tao. Celui-ci n'en crut pas ses yeux, il pensa d'abord à une plaisanterie. Chen, un peu surpris, lui dit « Parce que tu es ce que j'ai de plus cher au monde, je te fais cadeau de ce bijou qui est une pièce de collection unique et que j'ai moi-même reçu des mains du général Hukuai pour acte héroïque. Je veux que ce sabre te protège et qu'il soit le témoin vivant de l'éternel amour que je te porte. Prends-en bien soin et sois-en digne. J'ai l'intime conviction qu'il sera dans tes mains l'arme d'un espoir indestructible de paix. » Tao prit le sabre entre ses mains. Une lame perlait au coin de son œil. Il ne put répondre un mot à son père. Il déposa le sabre avec une délicatesse infinie sur le fauteuil d'à côté et prit son père dans ses bras et le remercia pour ce présent. Chen ordonna à Tao de remettre le sable sur le support et de se rendre dans son lit en quête d'un juste sommeil. Tao s'exécuta, non sans l'avoir encore remercié. Kimae ne dormait pas encore. Elle ne s'était pas immiscée dans cet échange car elle était convaincue que ce rituel était une véritable affaire d'homme. Elle accueillit Chen avec toute la tendresse et la compréhension nécessaires dans ces grands moments de sagesse où il ne faut plus parler, où les mots seraient vains. Seule
Les regards se croisent et les émotions s'échangent. Quant au corps, c'est la nuit qui les accompagne. Tao se réveilla dans la nuit. Il crut entendre du bruit. Il se leva, prit Pandit avec lui, juste au cas où, et se promena dans la maison. Sans faire de bruit, il se dirigea vers le petit salon et regarda son sabre de plus près. Il alluma une petite bougie pour mieux l'admirer. Il saisit l'arme par la poignée, dégaina le fourreau et admirait la lame étincelante et aiguisée comme du rasoir. Il fit quelques mouvements qu'il avait vus exécutés par un des moines du temple et aussi discrètement que possible remit la lame dans son étui, l'étui sur son socle et retourna se coucher, le sourire aux lèvres. Après cette courte nuit, Tao se leva perturbé par une pensée obsédante. Si son père avait pu lui donner son sabre à la valeur inestimable en guise de tout son amour, Tao se demandait bien ce qu'il pourrait donner à son tour en témoignage du sien. L'objet qui lui était le plus cher était Pandit. Certes, sans grande valeur marchande, mais c'était son plus fidèle compagnon. Il l'avait partagé ses plus belles joies comme ses plus grands chagrins. Comment pourrais-je me séparer de lui ? Se demanda Tao. Puis, pendant un instant, il chercha dans ses quelques objets précieux quelque chose à offrir à son père. Le tour fut rapide, car Tao n'avait pas beaucoup de jouets. Il s'assit un instant et se mit à réfléchir. Matérialiser l'amour qu'il portait à son père à travers un objet n'était pas chose facile. Néanmoins, il prit une décision assez rapidement, en espérant bien de ne pas avoir trop de peine à se séparer de Pandit. Il se décida et rejoignit ses parents à la table du petit déjeuner. Puis d'un ton grave, empreint du même caractère solennel qu'avait utilisé son père pour lui offrir son sabre, Tao lui remit son Pandit. Chen le prit, embrassa son fils sans oser refuser cette offre. Il se sentit plutôt gêné de ce présent. Il connaissait la valeur affective que représentait Pandit pour Tao. Chen chercha le moyen de lui rendre sans le froisser ou le vexer. Alors Chen lui dit « Je garderai Pandit avec moi 3 jours durant. Si pendant cette période il ne me parle pas, c'est qu'il ne m'est pas destiné. Alors, il devra reprendre sa place auprès de toi. Si en revanche il me parle, comme il te parle, je le garderai pour toujours. En tout cas, ton geste est cher à mon cœur, et je suis fier de toi, mon fils. » Tao essuya discrètement une larme et s'enfuit dans sa cabane. Il alluma une petite bougie et fit une prière. « Pandit, je t'en prie, si tu n'as rien à dire, ne parle pas. Sache que je t'aime de tout mon cœur et si tu veux rester avec mon père, je ne t'en voudrais pas. Mais si tu veux rester avec moi, je t'attendrai avec impatience. » Kimae, prête à partir, vint chercher Tao. Elle souffla la petite bougie, prit Tao par la main et tous deux quittèrent la maison pour aller, comme chaque jour, à l'école et au travail. Elle déposa Tao et prit le chemin de la forêt en compagnie d'autres femmes du village. Chapitre 5. Le retour de la légende du dragon noir. Après l'école, Tao repassa près du monastère. Mais après quelques hésitations,
renonça à frapper contre la porte et préféra rentrer à la maison. Il voulait parler de son sabre à Maître Fong, mais surtout il voulait le lui montrer. Il descendit en courant pour demander à son père de l'emmener avec lui au temple avec son sabre. Mais lorsqu'il arriva, sa mère était déjà là, en grande discussion avec Chen et quelques hommes du village. Tao s'empressa de demander ce qui se passait. Kimae répondit que 2 des filles qui travaillaient avec elle avaient disparu après la pause, en allant chercher du bois. Pour Tao, le spectre du dragon noir venait de refaire surface et l'angoisse le reprit. Kimae expliqua que le groupe des femmes avait entrepris des recherches 2 heures durant et qu'elle n'avait rien trouvé. Alors elle était remontée au village voir si Chu Feng et Kim Li étaient rentrés chez elle, mais sans succès. Chu Feng et Kim Li étaient toutes les deux âgées de 17 ans et travaillaient dur, sans jamais se plaindre. Elles n'étaient pas du genre à disparaître comme ça, sans rien dire. Alors que Kimae était très perturbé, Chen réunit quelques hommes du village avec les pères de Chu Feng et de Kim Li. Ils prirent des torches et des armes et partirent dans les bois pour résoudre le mystère de cette étrange disparition. Tous pensaient à Fulung, évidemment. Elle-même encore, une jeune fille est morte dans d'horribles circonstances non encore élucidées avec précision. Kimae était toute tremblante lorsque Tao saisit son sabre à pleine main et lui dit « T'en fais pas, maman, je saurai te défendre. Et si c'est le dragon noir, je le tuerai moi-même avec mon sabre. » On pouvait distinguer au loin les torches des hommes du village partis à la recherche des 2 filles. Le bruit avait très vite couru à travers toute la cité, et bien des personnes s'étaient déplacées jusqu'au restaurant Fleur de Chine en quête d'informations plus précises. La nuit était tombée depuis un bon moment et personne ne voulait quitter le restaurant. Kimae maintenait ouvert le restaurant et servait uniquement à boire aux clients qui attendaient des nouvelles de cette battue. Les femmes étaient très inquiètes car le sort semblait s'acharner sur elles, dans de bien tristes et sinistres circonstances. Quelques heures plus tard, le groupe d'hommes partis à la recherche de Chu Feng et de Kim Li rentrait de cette pénible battue, le cœur lourd et l'âme effondrée. En effet, les 2 filles avaient été retrouvées à peu de choses près dans le même état que Fulung. Les pères portaient le cadavre de leur fille dans leurs bras. La garde impériale fut aussitôt alertée et dépêchée sur les lieux. Une rapide enquête conclut aux mêmes circonstances inexplicables, à cette petite nuance près que le corps de Chu Feng était recouvert de petites brûlures. Les corps des 2 jeunes filles furent rendus à leurs parents effondrés. Soudain, dans le cœur des gens, la thèse de l'attaque du dragon noir devenait de plus en plus probante. En effet, outre les lacérations qui auraient pu être effectuées par des griffes ou des dents acérées, les brûlures sur le corps de Chu Feng pourraient fort bien avoir été causées par le feu craché de la bouche même du dragon. Pour conjurer le mauvais sort qui semblait s'acharner sur le petit village, la population s'unit, portait les 2 corps sur un autel spécialement construit pour la circonstance, où les 2 jeunes victimes pourraient rejoindre les terres de leurs ancêtres dans un grand feu rouge sang. Chaque habitant jetait dans le brasier un objet ou une offrande pour que l'épaisse fumée sombre s'élève assez haute pour apaiser la colère du dragon noir. Tao
assista en pleurs, ainsi que ses parents, à l'ensemble de la cérémonie. Un immense chagrin et une grande peur enserraient Tao. Il demanda à son père s'il n'était pas possible de demander de l'aide à Lao Tse-ming et à ses moines. Il pourrait terrasser le dragon en quelques mouvements. Chen trouva l'idée de Tao intéressante et attendit le jour des offrandes pour introduire cette demande. Tao avait supplié son père pour pouvoir emmener son sabre, mais Chen s'y était fortement opposé. Cette farouche opposition était plutôt surprenante de la part de Chen. Malgré l'interdiction, Tao accompagna son père, mais sans son sabre. En chemin, il demanda à son père de lui expliquer son refus. Chen répondit « Ce sabre m'a été offert par le général Hukuai. Ce même général et son armée avaient eu pour mission de combattre et d'exterminer les moines Shaolin. » Lao Tse-ming était un des 5 survivants de ces massacres. Bien sûr, le temps avait passé, mais qui sait combien de disciples Shaolin ce sabre avait ôté la vie. Malgré le caractère officiel d'une récompense pour acte héroïque, cela reste quand même une arme redoutable à qui sait s'en servir. Arrivés sur place, Chen et Tao frappèrent ensemble sur la grande porte. Quelques secondes plus tard, 2 moines les accueillirent avec respect. Tao poussait la petite charrette remplie de nourriture fraîchement préparée, tandis que Chen demandait audience à Lao Tse-ming. Un émissaire s'en alla demander au grand maître d'accorder un entretien à ses hôtes. Celui-ci les reçut un court instant. « Grand maître, êtes-vous au courant de ce qui se passe au village ?»« Je suis au courant, » rétorqua Lao Tse. « Le malheur a frappé des familles et le deuil a touché le village tout entier. Nous avons prié pour le repos de leurs âmes. Je viens vous demander de l'aide. Nous avons besoin de votre savoir pour combattre ce fléau. Il faudrait connaître la nature de notre ennemi pour mener le juste combat, ajouta Lao Tse. Comment pourrions-nous aider à la capture d'un mal dont on ignore le potentiel destructeur? J'ai combattu de toutes mes forces contre les guerriers de l'empereur. Nous avons perdu tant de disciples et vécu tant d'oppressions. Notre combat est ailleurs à présent. Le temple doit rester un lieu sacré où naît, vit et se développe l'esprit commun de la paix. Mais les nôtres meurent, s'écria Chen. La mort n'est pas une fin en soi. C'est parfois une délivrance et un perpétuel recommencement. Nous ne pouvons vous aider que dans le juste combat de l'âme. Notre place est ici, dans le temple. L'énergie de chacun d'entre nous doit rester fidèle à la pensée et à la tradition de Shaolin. La sagesse ne consiste pas à tenter vainement d'arracher le bien du mal, mais plutôt à chevaucher cet indissociable ensemble comme le bouchon de liège flotte tour à tour sur la crête et dans le creux des vagues. Pendant que Chen s'entretenait avec Lao Tse-ming, Tao observait à quelques portes de là une salle où des moines mangeaient d'une bien curieuse manière. En effet, ceux-ci se tenaient debout sur une seule jambe, fléchie, la deuxième ramenée sur la première, le pied posé sur la cuisse. Un bol de riz dans une main, des baguettes dans l'autre, ils ne quittaient cette curieuse position qu'une fois le repas terminé. Derrière la porte, à l'abri des regards, Tao essaya cet exercice. Malgré une imitation méticuleuse de la position, il perdit l'équilibre en arrière, percuta un petit meuble et termina lamentablement sur le dos, les 4 fers en l'air. Fort heureusement, personne ne s'en aperçut. Il se releva un peu honteux et se dirigea vers une autre salle où des bruits de lames s'entrechoquaient. Maître Fong enseignait aux disciples les techniques de l'épée chinoise, sorte de sabre à lame légèrement
cambrée et dont la poignée était ornée d'un pompon rouge. Tao n'en perdit pas une miette, mais sa curiosité allait rapidement le mettre en situation délicate. En effet, il était appuyé sur la porte pour mieux observer, lorsque tout à coup, la serrure à peine engagée laissa subitement les 2 battants libres. La porte s'ouvrit violemment, laissant Tao tomber à plat ventre devant lui, au pied même de Maître Fong. Celui-ci prit Tao par le pantalon, le remit sur ses jambes au milieu des éclats de rire des combattants. Tao se sentit un peu humilié et surtout très gêné de s'être fait pincer de la sorte. Sans rien ajouter, Maître Fong prit une épée et envoya Tao dans le rang avec les disciples où il dut participer l'espace de quelques instants aux exercices du groupe. Extrêmement flatté par cette manœuvre du maître, Tao humblement se plia aux exigences de ses nouveaux partenaires. Sans rien dire, il exécuta bon nombre de mouvements corrects, à la stupéfaction de Maître Fong ainsi que de certains disciples. Quelques instants plus tard, Chen passa reprendre Tao en plein exercice et qui n'avait aucune envie de quitter les lieux. Avec fermeté, Chen ordonna à Tao d'obéir. Celui-ci obtempéra, non sans résistance. Ce fut une visite intéressante pour tous les deux. Chen se sentit un peu plus serein et Tao un peu plus fort. Ce soir-là, avant d'aller se coucher, Tao demanda à son père: « Demain sera le 3e jour. Est-ce que Bandit t'a parlé ?» Chen prit un ton grave et fit semblant d'être déçu. « Non, pas encore. Mais cette nuit peut-être. » Tao se mit au lit et pria pour que Bandit tienne le coup sans parler jusqu'au lendemain matin. Puis la tête pleine de rêves et de souvenirs du temple, Tao s'endormit paisiblement. Chen eut plus de mal à s'endormir car tous ces meurtres inexplicables lui faisaient craindre le pire pour sa femme. Kimae eut une discussion avec son mari à propos du travail au champ. Il aurait bien voulu la garder près de lui au restaurant pour y travailler, mais la part de travail et de revenus qu'elle avait était indispensable pour la survie de la petite famille et du restaurant. La lune emporta les corps enlacés de Chen et de Kimae au pays du sommeil dans une tendresse infinie.